D'abord, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai travaillé avec l'UNIUS, l'Université Concordia, à coordonner un groupe de recherche qui s'appelle Interstice, où justement on a diffusé, produit, conçu des œuvres interactives qui utilisent les interfaces corporelles un peu pour contourner un peu notre habitude de se relier à l'informatique par les claviers, les souris. On s'est dit qu'il y avait vraiment une esthétique à développer autour du corps, comment les mouvements, comment à la limite la respiration, le déplacement du spectateur, son rapport physique au monde, de manière tangible ou autre, peut intervenir dans la perception ou dans la lecture des œuvres d'art. On voit un peu le rapport à l'art interactif dans trois phases. Bon, la contemplation, on peut regarder quelque chose de manière relativement implicite, comme un tableau. Nous, on mise sur d'autres phases, comme celle d'agir ou de manipuler une œuvre par ses mouvements. Et je pense qu'il y a d'autres, disons, modalités qui se mettent en place que le regard, que l'écoute. Et on pense que le fait d'agir, d'avoir à agir, implique une nouvelle forme d'esthétique, mais aussi d'autres types de perception de l'art. Donc, on pense que ça peut enrichir et ouvrir d'autres, disons, voies d'appréhension de l'art. C'est de voir l'œuvre d'art comme quelque chose qui s'expérimente, comme plus qui simplement se contemple. Non pas seulement se contempler, mais qu'on peut expérimenter. Mais aussi, on avait l'objectif que l'œuvre d'art peut être un lieu de collaboration, de coopération avec d'autres spectateurs, donc un lieu de rencontre. Donc dans les œuvres interactives, souvent, si on peut agir à deux, on peut scénariser l'interaction pour que le déploiement de l'œuvre ne se fasse pas de la même façon que si on agit seul. Donc, il faut nécessairement collaborer avec quelqu'un et créer une forme de dialogue avec cette personne-là pour pouvoir concerter ou même opposer les actions. Donc, ça l'amène l'art vers un autre territoire. Non seulement celui de l'expérience incarnée, corporelle, mais aussi ça fait de l'œuvre d'art un lieu de rencontre sociale, de transaction avec les autres. Donc, c'est une nouvelle forme d'art qu'on est en train de mettre sur pied avec ces technologies-là. On ne veut pas seulement les utiliser comme technologie, mais comme prétexte pour développer d'autres types de rapports, notamment celui qui serait plus d'ordre sociologique ou anthropologique devant une œuvre, et pas seulement psychologique comme on a l'habitude de le faire. L'interaction, soit avec les dispositifs ou avec d'autres spectateurs, s'ajoutent, ils font partie de l'œuvre. Donc, j'ai une formule que j'utilise souvent, c'est le sujet de l'œuvre, c'est le sujet à l'œuvre. Donc, ça ne peut pas être seulement le sujet, mais c'est le sujet en relation avec l'œuvre d'art, et le dispositif implique nécessairement le ou les spectateurs. Donc, il n'y a pas d'effacement de ce qu'on pourrait avoir comme de l'image ou de l'espace plus sonore. On n'efface pas un ancien type d'art pour en faire émerger un nouveau. C'est simplement intégrer de nouvelles modalités d'interaction avec l'œuvre, d'expérience, d'expérimentation de l'œuvre. Donc, il ne faut pas voir que l'un efface l'autre. Parce qu'on pourrait avoir un rapport contemplatif simplement. On essaie de viser des œuvres qui peuvent être seulement contemplatives, mais auxquelles on peut ajouter l'action et la collaboration éventuellement. Le souffle, au niveau, disons, étymologique, touche beaucoup de spiritualité. D'ailleurs, le mot spiritus veut dire souffle. Le mot nirvana veut dire souffle. Le chi veut dire souffle. Yahvé est dérivé du mot souffle. Donc, déjà, dans le mot souffle, il y a une image de l'esprit. Et l'esprit, au lieu de l'absorber comme spectateur, on l'envoie sur l'œuvre. Donc, il y a une transaction. On ne perçoit pas l'esprit du grand artiste qui nous a remis entre les mains une œuvre, mais on doit nous-mêmes projeter notre propre souffle, notre propre esprit sur l'œuvre. Et cette œuvre-là nous réagit un peu comme un miroir. C'est ça, comme un miroir du souffle, non pas un miroir optique. Et c'est dans cette relation-là où on envoie quelque chose d'intime aussi, parce que le souffle, c'est de l'ordre de l'intime, c'est dans la relation intime. On ne peut pas sentir le souffle de quelqu'un à moins d'être à quelques centimètres de sa bouche. Donc, il y a cette idée de prendre le souffle comme élément d'expression intime et de le mettre en relation avec des systèmes qui sont assez monumentaux. Donc, l'intimité corporelle face à la monumentalité de l'environnement est
est placé dans une forme de dispositif qui fait dialoguer deux échelles complètement différentes. Et j'ose espérer qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette sensation-là pour le spectateur, d'incarner une situation plus grande que lui ou d'animer une situation plus grande que lui pour l'investir dans une notion d'environnement ou d'œuvre environnementale. Donc, de lui donner une forme de responsabilité sur un ensemble beaucoup plus grand que lui. En projetant nous-mêmes le souffle, on inverse un peu cette relation d'autorité que l'art pose sur les gens en leur donnant à eux-mêmes la source de l'autorité sur l'œuvre. Donc, ils ont une autorité sur l'œuvre, non pas le contraire. Donc, pour moi, c'est assez important de renverser cette dynamique-là, de désacraliser l'œuvre, mais en sacralisant peut-être, si on accepte de jouer dans ce terrain-là, de sacraliser cette relation à l'art, mais par le spectateur, comme point d'origine, non pas l'œuvre comme point d'origine ou l'objet qu'on considère comme une œuvre. Dans le cas de Radicaux Libres, c'est une œuvre qui est dans un espace public intérieur, qui était la grande bibliothèque du Québec. Ce qui m'intéresse dans l'espace public, c'est de les voir comme les espaces de circulation. La définition de l'espace public est souvent définie par le droit de circuler. Et j'appelle souvent mes spectateurs des passants. Donc, dans Radicaux Libres, c'est un escalier panoramique où les passants de la bibliothèque passent et puis pénètrent l'œuvre, marchent sur des mots qui sont en mouvement, des lettres qui sont en mouvement pour créer des mots s'ils s'attardent légèrement. Donc, c'est cette idée de passage, de voir comment on peut entourer, englober les lieux de passage. Et comment les gens peuvent s'arrêter dans un lieu de passage pour avoir un autre rapport, non pas de circulation, mais de contemplation, action et peut-être collaboration. Donc, c'est dans cette idée-là que j'aborde des espaces publics généralement. C'est ce qui m'intéresse dans la rue, c'est de voir qu'est-ce qui arrive avec un passant qui ne veut pas nécessairement voir une œuvre d'art, mais qui passe devant, et comment le faire s'arrêter. Comment on peut comme discontinuer son passage qui se veut uniforme, unidirectionnel souvent, et qui espère souvent disons, qu'il soit continu. Donc, c'est de jouer avec cette circulation-là. C'est comment on interrompt pour interroger les gens dans leur moment de circulation. Mais il y a un aspect in situ, oui. Toujours. Je veux dire, ce passage-là ne se fait jamais de manière, disons, décontextualisée. Mm-hmm. Souvent, mes œuvres vont prendre en compte le contexte de présentation. Okay. Donc, dans Radicaux Libres, c'est une bibliothèque. Je me suis inspiré beaucoup de la littérature de Borges, qui a travaillé beaucoup avec la bibliothèque, avec les livres qui sont un peu fantastiques. Qui ressemble beaucoup à l'infrastructure informatique, mais sous forme de papier. Donc, des livres infinis avec des modulations constantes. Donc, si on lit Borges, on a l'impression de voir Internet sous forme de papier. On pense à la bibliothèque de Babel ou au livre de sable, tout ça. Donc, il y avait cette idée de faire un lieu borghésien dans la bibliothèque avec le dispositif de Radicaux Libres. Avec Brainstorm, c'est une fusion de la philosophie de Derrida et de la poésie de Mallarmé, son fameux poème « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Donc, il y avait cette idée de travailler avec le hasard et la façon dont Derrida travaille les mots. Donc, c'était le contexte de l'exposition qui était sur le hasard et inspiré par Mallarmé. Donc, il y a toujours, ces relations sont toujours importantes pour que le spectateur soit pas seulement interrompu dans son passage, mais mis en relation avec son contexte urbain ou architectural. Donc, il y a souvent cette mise en abîme qui est importante. En cybernétique, un des principes les plus importants, c'est la relation d'un organisme avec son environnement et la rétroaction. Comment l'organisme réagit dans l'environnement, revoit la réponse de l'environnement et modifie son propre comportement. Donc, c'est un peu, mes œuvres interactives sont basées un peu sur ce principe-là, c'est-à-dire les œuvres sont présentées comme des environnements jusqu'à certains points et le spectateur ou le passant est amené à se voir, à se mettre en boucle avec un système qui pourrait être celui un peu d'un miroir de manière abstraite, où ils peuvent se voir à l'œuvre, dans l'œuvre, et soi-même prendre conscience de sa propre
son propre rôle, ou de se créer un rôle, mais de se voir en relation il n'y a pas de réciprocité parce que le système est quand même artificiel et non intelligent, mais c'est d'amener ce principe-là de spectateur dans un environnement et de voir comment cette relation-là peut s'élaborer en lui renvoyant des indices sur ses comportements. Oui. Mais c'est toujours des miroirs déformants. David Rickaby parle de miroirs, mais de miroirs déformants. Les arts numériques ne peuvent pas être strictement des miroirs. Ils doivent déformer pour pouvoir dire quelque chose. Parce que le miroir qui ne déforme pas, ne dit rien, ne fait que redoubler la réalité. Et dans le cas de l'interactivité, il faut voir comment on réussit à déformer cette réflexion du spectateur dans le dispositif. Donc, il doit y avoir une forme de transformation et non pas un reflet parfait. En fait, la déformation, c'est là que se situe le discours de l'artiste, c'est comment on déforme. Donc, cette déformation-là vient un commentaire sur l'in situ ou la situation contextuelle. Donc, en envoyant une situation à une échelle 1 pour 1, on ne dit rien. C'est comme la carte qui équivaut au territoire. Donc, il faut déformer les choses pour avoir un discours sur ces choses-là. Et donc, le spectateur parle son interactivité, une forme de réflexion de lui-même dans l'œuvre, mais avec des décalages, des transformations qui vont lui donner une image de ce qu'il fait différente. Et donc, il va pouvoir réfléchir à cette relation-là qui n'est pas parfaite, qui est asymétrique ou qui est disproportionnée dans quelques situations. Donc, c'est ce jeu de déformation-là qui est intéressant dans la mesure où on sent qu'il y a un effet de réflexion en même temps. Le spectateur reçoit des indices de son action. Souvent, c'est implicite, ça peut être explicite, mais c'est jamais facile parce que les gens, c'est des œuvres, c'est des comportements qu'on a envers les œuvres qui sont relativement nouveaux dans l'histoire de l'art. Donc, les gens, souvent, doivent passer par une étape d'apprentissage, essayer de découvrir leur propre impact sur ce qu'ils regardent. Donc, souvent, il y a une étape progressive où on entre dans l'œuvre et on apprend plus ou moins à la manipuler. Et dans cet apprentissage-là, il y a aussi un effet esthétique. Mais ça, c'est difficile. Donc, on passe par indices. Même si on en donne clairement, les gens vont les prendre pour des indices peut-être moins clairs que nous, on le souhaite. Mais il y a un jeu de découverte progressive. Mais ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie disons, du plaisir esthétique, c'est de voir à quel point on comprend et qu'on peut découvrir comment améliorer ou mieux diriger notre interaction par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est toujours assez minimaliste. On s'entend, c'est des choses qui doivent se faire dans l'espace de quelques secondes. Les gens n'ont pas le temps de lire un mode d'emploi. Ça, c'est un des défis de l'art interactif, c'est de trouver des nouvelles modalités d'interaction, mais d'introduire là-dedans toute la pédagogie d'apprentissage pour la manipuler.